Donc, bonjour et bienvenue pour la première partie de la conférence sur le calcul haute performance. Donc, l'objectif de cette conférence, c'est de rappeler les optimisations logicielles nécessaires pour obtenir des programmes performants, et nous verrons les deux technologies principales utilisées pour les calculs haute performance. Donc, nous commencerons par une introduction. Nous verrons ensuite les optimisations logicielles dont je viens de parler. Nous ferons un rappel sur la loi d'Amdahl, puis nous verrons les deux technologies à proprement parler, c'est-à-dire la programmation sur CPU, multicœur et SIMD, puis en GP-GPU, et enfin nous conclurons. Donc, concernant les calculs haute performance, nous avons des calculs de performance dans le monde de l'ordinateur, des PC classiques et des serveurs, et de l'embarqué. Dans ces deux domaines, nous avons des CPU qui sont des processeurs aujourd'hui multicœurs, jusqu'à 64 cœurs, la plupart du temps avec l'option hyper-threading, qui permet d'exécuter plusieurs tâches par cœur, généralement 2, et des instructions SIMD sur lesquelles nous reviendrons plus en détail un peu plus loin dans la présentation. Et il existe aussi la technologie GPU qui consiste à exécuter des programmes sur le processeur graphique qui est très performant. Cette technologie est davantage utilisée sur des serveurs ou sur des PC, elle est encore peu déployée dans l'embarqué. À titre d'exemple, le traitement d'images, le calcul matriciel ou vectoriel et l'intelligence artificielle sont des applications qui utilisent les calculs haute performance. Donc, première optimisation logicielle, les mémoires cache. Donc, il faut se rappeler que dans un ordinateur, vous avez une mémoire RAM qui est conséquente et qui peut contenir plusieurs gigaoctets de données, mais qui est très lente. Donc, pour pallier cette lenteur, l'idée a été d'ajouter entre le CPU et cette mémoire une mémoire qu'on appelle la mémoire cache, qui est beaucoup plus petite, qui ne peut contenir que quelques kilooctets ou mégaoctets de données, mais qui est beaucoup plus rapide. Et cette mémoire cache contient une copie des données contenues dans la RAM, les données les plus couramment utilisées par le CPU. Du coup, quand votre programme ou quand le CPU a besoin d'une donnée, il passe par la mémoire cache. Il n'interroge pas la RAM en direct. Donc il demande, comme vous le voyez sur l'exemple de la diapositive, la donnée dont il a besoin à la mémoire cache. Et donc là, on a deux possibilités. Soit cette donnée est déjà dans la mémoire cache, comme c'est le cas pour l'instant. Donc dans ce cas, la mémoire cache lui renvoie la donnée très rapidement. Soit malheureusement, la donnée n'est pas présente dans la mémoire cache. Et dans ce cas, la mémoire cache va aller récupérer non pas seulement la donnée, mais un bloc de données, le bloc de données auquel elle appartient dans la mémoire RAM, récupérer ça, elle va ramener ça dans le cache, et après seulement, elle fournira la donnée au programme. Donc dans ce cas, on a une pénalité. Il faut aller accéder aux données en RAM. C'est ce qu'on appelle un défaut de cache. Et pourquoi on ne récupère pas que la donnée demandée? Parce qu'on se dit que vous pourriez avoir besoin des données voisines dans les prochaines itérations. Du coup, il ne faut pas oublier, quand vous implémentez votre code, tant que possible, de traiter les données de façon contiguë, en mémoire, les unes après les autres, sans faire de saut et aller à chaque fois chercher des données éloignées dans la mémoire RAM pour limiter les défauts de cache. Donc, deuxième optimisation logicielle, l'alignement des données. Veillez à utiliser des variables alignées. Donc, vous avez un exemple sur la diapositive de plusieurs variables. Donc, une variable alignée, c'est une variable dont l'adresse est multiple de sa taille. Et ça permet des accès plus rapides. Si nous utilisons des variables non alignées, donc on a une illustration sur la diapositive, d'une variable short, donc sur 2 octets, qui commence à une adresse impaire 8105 en hexadécimal. Selon le processeur, ça peut obliger, dans cet exemple, à accéder non pas directement aux 2 octets de la variable, mais aux 4 octets du bloc auquel elle appartient, d'accéder dans ces 4 octets aux 2 octets de la variable, puis d'écrire ou de lire, ça dépend du sens dans lequel on traite la variable, les 4 octets concernés. Donc c'est beaucoup plus lent, ça oblige à des manipulations plus compliquées. La loi d'Amdahl nous rappelle que dans tout programme, nous avons des sections qui sont parallélisables et d'autres qui ne le sont pas. Donc sur l'illustration, nous avons noté NP les sections non parallélisables et P pour les parallélisables.
Le temps d'exécution du programme est égal à TNP plus TP, où TNP c'est le temps d'exécution de l'ensemble des sections non parallélisables et TP le temps d'exécution de l'ensemble des sections parallélisables. Donc sans aucune parallélisation, le temps d'exécution du programme, c'est la somme de ces deux temps. Si on parallélise ce programme sur un processeur de n cœurs, on peut espérer avoir un gain de n sur la partie parallélisable, mais seulement sur la partie parallélisable, donc le temps TP est divisé par n. Ce qui amène à la conclusion de la loi d'Amdahl, qui est que l'accélération maximale théorique est limitée par une caractéristique de l'algorithme, c'est le pourcentage de code parallélisable au sein de celui-ci. Donc nous avons un code que nous voulons paralléliser, mais comment faire? Donc sur un CPU, on va parler de programmation parallèle, et pour paralléliser le code, on va créer ce qu'on appelle des threads. Un thread, c'est quoi? C'est une fonction qui est exécutée en parallèle. Donc plusieurs librairies vous permettent de créer des threads. Les plus connus sont pthread et OpenMP par exemple. Et donc du coup, si on veut paralléliser le code qui est mis en exemple sur un processeur à 4 cœurs, on va créer 4 threads pour que chaque thread soit exécuté sur un cœur différent. Et donc on va répartir la charge de chaque section parallélisable sur les 4 threads. Un point auquel il faut faire attention avec ce type de programmation en parallèle, s'il y a des contraintes de précédence, c'est-à-dire que si dans votre algorithme vous avez des contraintes qui font qu'un thread nécessite des calculs exécutés par d'autres threads, ou que des threads utilisent des ressources, ça peut être des variables ou ça peut être des périphériques en commun, ça peut provoquer des ralentissements. En effet, les threads dans ce cas-là sont obligés de s'attendre. Donc, concernant les CPU, vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle les instructions SIMD pour Single Instruction Multiple Data. Donc une instruction SIMD, c'est une instruction qui est appliquée simultanément à plusieurs données. Les données étant regroupées dans des vecteurs qui aujourd'hui peuvent avoir des tailles variables de 64 à 512 bits. Donc imaginez que sur un vecteur de 512 bits, si vous manipulez des octets, vous avez 64 octets dans le vecteur et donc vous pouvez avoir jusqu'à 64 opérations simultanées. Donc par exemple, vous avez l'addition de deux tableaux. Dans la version scalaire, qu'est-ce qu'on fait? On additionne les éléments des deux tableaux les uns à la suite des autres et on stocke le résultat dans le tableau qui est destiné à cet effet. Quand on code en SIMD, donc là on a donc trois tableaux V1, V2, V3, on fait la somme de V1 et V2 dans V3. Au lieu de faire les additions item par item, on va charger le contenu du tableau V1 dans un vecteur qu'on a appelé ici V1. On va charger le contenu du tableau V2 dans un vecteur V2, sachant que nos tableaux font pile poil 4 éléments pour l'exemple. Et après, nous ajoutons les deux vecteurs. Quand on fait l'addition en SIMD, les 4 opérations vont être exécutées en parallèle au sein des vecteurs. C'est-à-dire que les éléments de même indice entre les vecteurs V1 et V2 vont être ajoutés et le résultat sera écrit à l'indice correspondant dans le vecteur V3. Les 4 opérations sont effectuées simultanément. Et une fois qu'on a le résultat dans V3, on n'a plus qu'à le recopier dans le tableau V3. Enfin, nous avons la technologie GP-GPU qui consiste à exécuter les codes sur le processeur graphique. Processeur graphique qui a la particularité de compter énormément de cœurs, plusieurs centaines de cœurs. Donc on parle de calculs hautement parallélisés. Pour ce faire, donc, NVIDIA a développé un outil qui s'appelle CUDA, sur lequel vous pouvez coder dans les langages C, C++. Donc là, l'idée, vous implémentez une fonction qui s'appelle le kernel ou noyau et qui va être exécutée sur l'ensemble des threads au sein du processeur graphique. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez donc des threads et au niveau de l'organisation CUDA, vous allez regrouper vos threads dans des blocs. Vous allez créer des blocs de threads qui peuvent être en 1 dimension, 2 dimensions ou 3 dimensions. Et pareil, après, vous allez créer une grille de blocs qui peut être en 1D, 2D ou 3D. Donc le choix des dimensions dépend de l'algorithme que vous voulez implémenter. Encore faut-il que vos threads sachent où ils se trouvent dans leur bloc et dans la grille. Donc pour ce faire, l'environnement CUDA vous fournit les variables nécessaires pour repérer la position de vos threads.
Donc un exemple rapide, une fonction qui permet d'additionner deux vecteurs. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons créé des blocs en une dimension qui contiennent 128 threads chacun et une grille de plusieurs blocs en une dimension aussi. Et en dessous, vous avez le code, la fonction qui va être exécutée par chaque thread. Vous notez que nous n'avons pas de boucle for pour parcourir les tableaux que nous allons additionner, mais chaque thread additionne seulement un élément de chaque tableau. Donc dans la fonction, le thread commence par récupérer son indice dans son bloc, l'indice de son bloc dans l'ensemble des blocs. Il connaît la taille des blocs et il arrive du coup à calculer son indice par rapport à l'ensemble des threads présents dans ce noyau. Et du coup, il sait, ayant calculé cet indice, quels éléments des tableaux il doit additionner. En conclusion, donc, nous avons deux technologies. La technologie CPU et CMD, qui est disponible donc, sur les serveurs, sur les PC, mais également dans le monde de l'embarqué et sur des processeurs faible consommation. Il y a aussi la technologie GPU, qui est davantage déployée sur les serveurs et sur les PC et qui consomme davantage au niveau énergie. Donc le choix de la technologie va dépendre de ce que vous voulez développer, de vos contraintes matérielles, notamment au niveau consommation, et de votre algorithme, à savoir, en fonction de votre algorithme, quelle est l'architecture entre ces deux technologies la plus adéquate.